Pour tous les espoirs qui arrivent en MMA avec d'énormes attentes à leur égard, il y a un journeyman, un combattant de qui personne ne s'attend rien de spécial. C'est très fréquent que ces espoirs-là ne réalisent jamais vraiment leur plein potentiel, mais l'inverse est beaucoup plus rare. On ne voit vraiment pas souvent un journeyman virer sa carrière à l'envers pour devenir un combattant élite. Aujourd'hui, on regarde les exceptions à cette règle. Voici mon top 10 des plus grandes renaissances de carrière de l'histoire des arts martiaux mixtes. Avant de commencer la liste, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne YouTube MMA Talk si ce n'est pas déjà fait. On essayait d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année, puis ça serait bien le fun de réussir. Donc, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, ça prend juste 10 secondes. On est donc prêt à commencer, allons-y avec les mentions honorables qui sont les suivantes. Robert Whittaker, Thiago Santos, Jessica Andrade, Frank Mir et Anthony Smith. Passons donc au top 10. Au 10e rang, nous avons Fabricio Werdum. Il a fait son entrée dans l'UFC en 2007. Il s'est incliné par décision contre Andrei Arlovski à son premier combat, mais il a par la suite battu Gabriel Gonzaga et Brandon Vera, ce qui lui a mérité un combat contre le prospect de l'heure Junior Dos Santos, qui l'a battu par KO, et Werdum s'est fait renvoyer par la promotion. C'est alors qu'il a fait le saut chez Strikeforce, où il a connu pas mal plus de succès avec 2 victoires consécutives avant de se voir offrir un combat contre Fedor Emelianenko, qui n'avait pas perdu depuis plus de 10 ans. Dans un moment historique, Werdum a battu Fedor par soumission pour mettre fin à son incroyable séquence de victoires. Il a par la suite participé au Grand Prix Heavyweight de Strikeforce, où il a perdu au tout premier tour face à Alistair Overeem, mais l'UFC lui a quand même offert un contrat pour faire son retour avec la promotion. Il a immédiatement eu du succès à son retour, gagnant 4 combats consécutifs pour obtenir une chance au titre intérimaire face à Mark Hunt après que le champion Cain Velasquez se soit blessé. Il a remporté ce combat-là de façon éclatante pour obtenir la ceinture par intérim ainsi qu'une chance au titre contre Cain Velasquez. Le combat se déroulait à Mexico City dans ce qui était clairement conçu pour rendre le champion Cain Velasquez une superstar dans son pays d'origine et ainsi faire une percée dans le marché mexicain pour l'UFC. Mais comme Werdum le fait si bien, il a battu Cain Velasquez par soumission au 3e round pour devenir le champion poids lourd de l'UFC, la promotion qui l'avait déjà renvoyé plus tôt dans sa carrière. Au numéro 9, c'est Matt Brown. The Immortal a fait son entrée dans l'UFC lors de la 7e saison de The Ultimate Fighter. Il s'est incliné en demi-finale contre le vainqueur éventuel, mais il a quand même obtenu une chance de combattre à la finale face à Matt Arroyo. Il l'a battu par TKO pour obtenir un contrat avec l'UFC. Après avoir accumulé une fiche de 4 victoires et 1 défaite à ses 5 premiers combats, Brown a commencé à affronter de la meilleure compétition. Il a perdu 3 combats consécutifs, ce qui amenait sa fiche professionnelle à 11 victoires et 10 défaites. Brown n'allait cependant pas abandonner et 3 combats plus tard, il s'est embarqué dans une incroyable série de 7 victoires consécutives, dont 6 par KO. Il a battu des noms comme Wonderboy Thompson, Mike Swig, Jordan Meme et même Eric Silva dans cette séquence-là pour s'établir comme un top contender chez les 170 livres. Il s'est ensuite mérité un combat d'aspirant numéro 1 contre Robbie Lawler. Il a perdu par décision dans un combat chaudement disputé et Lawler est allé gagner la ceinture son combat d'après. Matt Brown est donc passé d'un combattant avec une fiche de 500 à un combattant qui était à une victoire d'une chance pour le titre dans l'une des divisions les plus profondes en MMA. Au numéro 8, c'est Jan Blachowicz. Longtemps, le Polonais a été considéré comme un des meilleurs combattants light heavyweight en Europe et les gens attendaient vraiment de le voir faire le saut à l'UFC. C'est en 2014 qu'il l'a fait avec une victoire éclatante par TKO au tout premier round face à Elir Latifi, mais il a par la suite perdu 4 de ses 5 prochains combats, perdant même une décision majoritaire aux mains de Patrick Cummins. Ça allait mal à un point tel que plus personne ne croyait vraiment aux chances de Blachowicz, plus personne croyait qu'un jour il allait faire partie de l'élite de la division. Même après 4 victoires consécutives, il n'y a personne qui lui donnait de chance contre Thiago Santos. Il a quand même surpris dans ce combat-là, mais il a été victime du premier KO de sa carrière face au cogneur brésilien, qui est par la suite allé se battre pour le titre face à John Jones. Blachowicz n'allait certainement pas abandonner et dès son prochain combat, il s'est fait un nom en passant un énorme KO à Luke Rockhold qui tentait sa chance chez les 205 livres. Il a par la suite battu Jack Harry par décision et a vengé une défaite qu'il avait déjà obtenue face à Corey Anderson en lui passant lui aussi un vicieux KO, puis soudainement,
Jon Jones est parti de la division et c'est Jan Blachowicz qui se retrouve en position de finalement se battre pour une ceinture. Encore une fois, il n'était pas favori du tout parce qu'il affrontait le très jeune et impressionnant Dominic Reyes qui venait de perdre dans le combat contre Jon Jones, mais que la majorité des gens croyaient qu'il avait battu Jon Jones et donc qu'il méritait littéralement de se faire donner la ceinture. C'est cependant Blachowicz qui a encore une fois causé une énorme surprise alors qu'il a complètement dominé Reyes. Il l'a fini par TKO au deuxième round pour devenir le champion light heavyweight de l'UFC dans un revirement de carrière assez incroyable. Au 7e rang, nous avons Rafael dos Anjos. Longtemps, RDA était considéré comme un combattant de milieu de division dans l'UFC. C'est un très bon exemple du journeyman qui s'en allait pas vraiment nulle part. Il avait une fiche de 4 victoires, 4 défaites après 3 ans dans la promotion. En 2012, on a cependant vu une augmentation de régime dans son cas. Il est en mesure de gagner 5 combats consécutifs, dont une victoire face à Cowboy Cerrone, ce qui l'établissait dans le top 15 de la division à ce moment-là chez les 155 livres. Il s'est donc fait matcher avec un certain Khabib Nurmagomedov qui l'a évidemment battu. N'empêche que Dos Anjos restait un combattant très sous-estimé alors que dès son combat d'après, il s'est remis à gagner et c'était de plus en plus clair qu'il était devenu un combattant élite chez les 155 livres. Il a finalement réussi à obtenir une chance pour le titre face à Anthony Pettis qui était le champion qui venait de faire mettre son visage sur une boîte de céréales. C'était la prochaine grande superstar de la division, mais pourtant RDA l'a emmené au sol et l'a complètement dominé pendant 5 rounds pour devenir le champion du monde de l'UFC dans la division la plus profonde de l'année, et ça avec une fiche de 24 victoires et 7 défaites après avoir été considéré comme un gatekeeper pendant des années. Au numéro 6, Anthony Johnson. Le talent, ça n'a jamais été le problème pour Rumble, qui avait clairement des habiletés athlétiques hors du commun, mais pourtant, à welterweight, ça n'allait pas vraiment nulle part sa carrière. Il alternait les victoires et les défaites, ça en 2007 et 2011. Vers la fin de cette séquence-là, il était même rendu incapable de faire le poids à 160 livres. Il s'est vu forcé par l'UFC à faire le saut chez les 185 livres pour un combat de la dernière chance face à Vitor Belfort. Non seulement est arrivé à la pesée à 197 livres, mais il s'est incliné par soumission au tout premier round face à Vitor. Voyant ainsi son contrat terminé, il avait perdu sa job avec l'UFC. De retour sur la scène régionale quelques mois plus tard, Johnson avait décidé de faire le saut chez les 205 livres et dans la cage, il ne semblait pas concéder aucun avantage physique à ses adversaires. Il a remporté 6 combats consécutifs, dont 4 par KO et même une victoire chez les poids lourds contre Andrei Arlovski. L'UFC a donc décidé de lui donner une deuxième chance dans sa nouvelle division chez les 205 livres et ça n'a pas été long qu'il s'est établi comme le combattant le plus craint de la division, distribuant KO après KO et terminant sa deuxième run avec l'UFC avec une fiche de 6 victoires et 2 défaites seulement, ces 2 défaites-là étant dans des combats de championnat face à Daniel Cormier, ce qui est un revirement de situation absolument incroyable pour l'ancien combattant welterweight qui ne s'en allait absolument nulle part avant de changer de division et devenir un title challenger. Passons au top 5 maintenant et le 5e sur la liste, c'est Andrei Arlovski. Ce qui est incroyable avec Arlovski, c'est qu'il a ressuscité sa carrière 2 fois plutôt qu'une. À la fin de l'année 2008, Arlovski avait une fiche de 15 victoires, 5 défaites, avait déjà été champion de l'UFC et il s'apprêtait à disputer le plus gros combat de sa carrière contre Fedor. S'il gagnait, il allait devenir une énorme superstar heavyweight, un des plus grands combattants heavyweight de tous les temps. Malheureusement, il a perdu et il a perdu de façon assez brutale, commençant une série de 4 défaites consécutives, dont 3 par KO par Arlovski qui n'était soudainement plus un combattant élite mais même plus l'ombre de lui-même. Il a cependant continué de travailler fort et est revenu sur la bonne voie à remporter 6 de ses 8 prochains combats, ne perdant que contre Anthony Johnson et il s'est retaillé une place avec l'UFC. Dès son retour avec la promotion, il s'est remis à gagner et s'est rapidement retrouvé dans le plus gros combat de sa carrière une nouvelle fois, un combat d'aspirant numéro 1 contre le très prometteur Stipe Miocic. Arlovski s'est fait passer le KO par Miocic dans ce combat-là et est entré dans une autre séquence de défaites, 5 défaites consécutives cette fois-là. Et alors que tout le monde réclamait qu'Arlovski accroche ses gants et passe à un autre appel, il a procédé à d'énormes changements dans son style pour se réinventer une fois de plus avec succès. Depuis, Arlovski a une fiche de 4 victoires, 4 défaites avec un no contest, mais n'a subi qu'une seule défaite par KO contre Jairzinho Rozenstruik et s'est retrouvé à 2 reprises sur le mauvais côté de décision controversée des juges.
Il a su, en entrant dans la quarantaine, transformer son style au complet pour combler la plus grande lacune de sa carrière pro, son menton. Et bien qu'il ne gagne pas peut-être autant que les autres combattants sur cette liste-là, il est clairement un combattant du top 15 heavyweight, et ce encore, et c'est juste parce qu'il a réussi à se réinventer et à rester à jour et moderne dans sa game MMA. Au 4e rang maintenant, Mark Hunt. Lorsque l'UFC a acquis Pride, il ne voulait pas de Mark Hunt. Il était sur une séquence de 5 défaites consécutives avec une fiche inférieure à 500 avec 5 victoires et 6 défaites. Il avait même offert à Hunt de lui payer la valeur de son contrat pour acheter son silence et qu'il aille tout simplement se battre ailleurs, mais Hunt tenait à disputer les combats qui lui restaient à son contrat et il n'allait pas s'en aller sans rien dire. Le a donc décidé de lui donner sa chance, mais malheureusement ça a mal commencé alors qu'il a perdu son premier combat par soumission pour récolter une 6e défaite de suite. Hunt a été en mesure de les convaincre de lui donner une dernière chance et c'est la seule qu'il lui fallait alors qu'il est parti sur une séquence de 5 victoires en 7 combats, l'un d'eux étant un combat nul contre Bigfoot Silva dans ce qui est sans aucun doute le meilleur combat poids lourd de l'histoire du sport. Lorsque Cain Velasquez s'est blessé et ne pouvait pas défendre son titre avant plus d'1 an, l'UFC a choisi Mark Hunt pour le remplacer dans un combat pour le titre intérimaire face à Fabricio Werdum. Hunt n'a pas été en mesure de gagner ce combat-là, mais le fait même qu'il soit passé d'un combattant que l'UFC était prêt à payer pour ne pas l'avoir et il y avait une fiche en bas de 500 à un challenger pour un titre dans l'UFC dans le main event de pay-per-view, c'est de loin l'une des plus belles résurrections de carrière que l'on a vues. On entre dans le top 3 avec Nate Diaz. Le plus jeune des frères Diaz est probablement le cas le plus particulier sur la liste, alors que si on regarde sa fiche, on ne voit pas vraiment quand il a fait renaître sa carrière. Il n'y a pas de grosse séquence de victoires, pas de championnat, mais quand on pense à des gens qui ont complètement changé leur carrière, c'est un des premiers noms qui nous vient en tête quand même. Nate a été très actif jusqu'en 2013, obtenant même une chance de se battre pour le titre en 2012 face à Benson Henderson, mais il était aussi très vocal à propos de son contrat et qu'il voulait faire plus d'argent. C'est à ce moment-là que Dana White est allé de la fameuse phrase de Nate is not a needle mover pour expliquer pourquoi il ne méritait pas plus d'argent. Nate a donc été plutôt inactif en 2014 et 2015, s'est battu juste une fois face à Rafael Dos Anjos dans une des performances les moins inspirées de sa carrière. En 2015, tout a commencé à changer pour Diaz, il semblait avoir une motivation qu'on ne savait pas trop d'où elle venait, mais il est revenu, a battu Michael Johnson de façon décisive et est allé d'une tirade absolument mémorable à l'endroit de Conor McGregor à la fin de son combat. À ce moment-là, le call-out semblait étrange parce que McGregor venait tout juste de battre Jose Aldo pour le titre des 145 livres, Nate était un 155 livres, mais comme par magie, McGregor faisait le saut chez les 155 livres quelques mois plus tard pour affronter Rafael Dos Anjos et tenter de devenir le double champion. RDA s'est cependant blessé un peu plus de 2 semaines avant l'événement et l'UFC en a profité pour offrir la chance à Diaz qui semblait avoir clairement quelque chose contre McGregor. Nate et Conor nous ont offert un build-up absolument mémorable à ce combat-là qui n'a pas déçu non plus alors que Diaz a battu McGregor lui infligeant sa première défaite dans l'UFC, une défaite par soumission et a par la suite donné l'entrevue d'après-combat la plus légendaire de l'histoire du sport. Depuis, Diaz ne gagne pas plus, n'est pas devenu un champion et n'est même pas plus actif qu'avant, mais à chaque fois qu'il se bat, c'est un événement. Avec une seule victoire, il est passé du gars qui était le petit frère de Nick Diaz à l'un des 2-3 combattants les plus populaires de l'ère moderne en arts martiaux mixtes. Au numéro 2, Jorge Masvidal. Tout au long de sa carrière à 155 livres, Masvidal était réputé comme le meilleur combattant qui perdait toujours par décision partagée. Il avait pourtant le talent, mais c'est un manque d'activité et même des fois un manque de volonté pure et simple qui le faisait constamment perdre des combats très serrés. Un jour, il a décidé de faire le saut chez les 170 livres pour couper de moins de poids. Il aurait immédiatement récolté 2 victoires par KO, dont une contre Cowboy Cerrone. Il semblait un combattant différent, plus à l'aise, mais il n'était toujours pas capable de rivaliser avec les Wonderboy Thompson et Damian Maia qui est au sommet de la division en ce moment-là. Puis c'est un soir à Londres que tout a changé pour Masvidal alors qu'il a passé un vicieux KO au favori local Darren Till avant de livrer son fameux 3-piece and a soda à Leon Edwards backstage pour immédiatement devenir l'un des combattants les plus en demande dans le sport. Il était clair que Masvidal n'était qu'à une seule grosse victoire de devenir une superstar et ce 16 ans après son premier combat pro. La prochaine occasion qu'il allait avoir allait être celle qu'il ne devait absolument pas manquer. Et comme on le sait aujourd'hui, il ne l'a absolument pas manqué en nous offrant probablement le KO le plus épique de l'histoire du sport, son Flying Knee face à Ben Askren en 5 secondes.
Le BMF title fight contre Nate Diaz et toutes les ventes de pay-per-view que ça a amené ne servit que de confirmation pour Masvidal, qui venait de passer d'un très bon journeyman à une superstar en l'espace d'une année seulement. Et au numéro 1, Ruthless Robbie Lawler. Le parcours de Lawler est l'un des plus fascinants de l'histoire du MMA, alors qu'il a fait son entrée dans l'UFC en 2002 avec seulement 4 combats pro. Il était déjà considéré comme l'un des meilleurs espoirs du sport. Il a récolté une fiche de 4 victoires et une défaite avec la promotion à ses premiers combats, se voyant donc matché avec un autre jeune combattant on the rise, Nick Diaz. Il a perdu ce combat-là par KO à la surprise générale, puis une deuxième défaite consécutive contre Evan Tanner est venue mettre fin à sa carrière avec l'UFC. C'est là que c'est devenu weird, alors que Lawler est parti sur une tournée mondiale, se battant partout pour Pride, IFL, Elite XC et même Strike Force où il a signé en 2009 et où il a connu les moments les plus étranges de sa carrière avec une fiche de 3 victoires, 5 défaites avec la promotion. À Strike Force, il a offert plusieurs performances très décevantes et n'avait plus l'air du combattant qu'il était dans ses jeunes temps. C'était même connu qu'il ne s'entraînait pas beaucoup à ces temps-là et qu'il avait semblé tout simplement avoir perdu la flamme pour le sport. Étant quand même un combattant connu, l'UFC a décidé de quand même lui donner une chance lorsqu'ils ont acheté Strike Force et ils ont intégré le roster de Strike Force à leur roster. C'est un tout autre Robbie Lawler qui s'est présenté face à Josh Koscheck alors qu'il l'a mis KO de façon brutale avant de faire la même chose avec Bobby Volker. Après une victoire contre Rory McDonald, Robbie Lawler se voyait offrir un combat de championnat de l'UFC contre Johnny Hendricks, une défaite très controversée qu'il a subie dans ce qui était le meilleur combat de l'année et de loin. 2 mois après cette guerre incroyable, Lawler était déjà de retour dans la cage et affamé, battant Jake Ellenberger, puis battant Matt Brown quelques mois plus tard pour obtenir son rematch contre Hendricks 1 an après leur premier combat. Ce rematch-là, Robbie Lawler l'a remporté pour devenir champion de l'UFC près de 10 ans après que tout le monde ait lancé la serviette quant à son potentiel. Lawler nous a ensuite livré 2 des plus grands combats de l'histoire du sport face à Rory McDonald et Carlos Condit avant de perdre son titre face à Tyron Woodley, mettant fin à l'une des runs les plus épiques de l'histoire du MMA. Il n'y a aucun doute que Robbie Lawler est le combattant qui a eu la plus grande renaissance de carrière dans l'histoire des arts martiaux mixtes. C'est donc ce qui conclut ma liste des 10 plus grandes renaissances de carrière de l'histoire du MMA. Laissez-moi un like si vous avez apprécié, faites-moi part de votre opinion sur ma liste dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, qui j'aurais dû mettre plus haut, plus bas, qui j'ai oublié, que j'ai fait de pas correct encore. Parlez-moi de ça dans les commentaires. Abonnez-vous à MMA Talk sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On est tout partout sur le territoire et on se parle une prochaine fois.